Bonjour à tous et à toutes, je suis le voyageur des terres. Ceci est la troisième et dernière vidéo de la série que j'ai faite sur la nouvelle Ère froide de Lovecraft. Je vous laisse vous installer, le récit va commencer. Ce malade, chose bizarre, avait connu toutes les terreurs de la Grande Guerre, sans jamais avoir été victime d'une telle attaque. Puis, vers le milieu d'octobre, l'horreur des horreurs tomba sur nous avec une brutalité stupéfiante. Une nuit, vers 11 heures, la pompe de l'appareil à compression tomba en panne, et 3 heures plus tard, le système de refroidissement avait cessé de fonctionner. Le docteur Nunzio m'appela à grands coups de talon dans mon plafond. Je m'acharnais fébrilement à réparer l'appareil, tandis que mon hôte jurait d'une voix dont la sonorité morte et cactante défiait toute description. Mes efforts d'amateur n'aboutirent à rien. J'allais chercher le mécanicien d'un garage voisin ouvert la nuit, mais il me dit qu'on ne pourrait rien faire avant le matin, car il fallait remplacer un piston de la pompe. La rage et la terreur de l'ermite moribond prirent alors des proportions grotesques, mais qui me firent craindre de le voir perdre toutes les ressources physiques qui pouvaient lui rester. Un moment, dans une sorte de crise, il enfouit ses yeux derrière ses mains et se précipita dans la salle de bain. Il en ressortit, tâtonnant, la tête bandée. J'avais vu ses yeux pour la dernière fois. Il faisait maintenant nettement moins froid dans l'appartement. Vers 5 heures, le docteur se retira dans la salle de bain, non sans m'avoir auparavant ordonné de veiller à ce qu'on lui fournît, sans la moindre interruption, toute la glace que l'on pourrait se procurer dans les drugstores ou les cafés ouverts. Au retour de quelques voyages inutiles, ou quand je déposais devant la porte de la salle de bain le résultat de ma quête, je pouvais entendre, à chaque fois, comme un bruit de barbotement, et une voix, toujours plus épaisse, hurlant toujours le même ordre. « Encore plus! Encore plus !» Finalement, le jour qui promettait d'être chaud se leva. Les boutiques s'ouvrirent, l'une après l'autre. En désespoir de cause, je demandai à Esteban d'aller chercher de la glace pendant que j'essaierais de trouver un piston, soit d'aller chercher lui-même le piston. Mais, obéissant aux instructions de sa mère, il refusa systématiquement de rien faire. En fin de compte, j'engageai un clochard douteux, que je rencontrai au coin de la 8e avenue, pour veiller à ce que mon patient eût toute la glace qui lui était nécessaire. Il irait la chercher dans une petite boutique où je le présentais. Cela fait, je m'attaquai à la recherche d'un piston, en même temps qu'à celle d'hommes de l'art qui fussent capables de le monter. Tâche interminable. À l'image de mon ermite, j'étais presque malade de rage, en voyant les heures s'écouler dans cette course affolée, cette série de coups de téléphone inutiles. Je ne pris même pas le temps de manger, ce fut une course éperdue, de boutique en boutique, ici et là, toujours plus loin, en métro, en taxi. Vers midi, néanmoins, je finis par trouver un magasin, au diable, qui possédait les pièces dont j'avais besoin. Vers 1h30, cet après-midi-là, je rentrai enfin dans la maison meublée, avec tout l'équipement nécessaire, suivi de 2 mécaniciens, robustes et intelligents. J'avais fait tout ce que j'avais pu, et j'espérais qu'il n'était pas trop tard. Mais une terreur noire et sourde avait pénétré avant moi dans l'immeuble. La maison était en proie à un tumulte innommable, et au-dessus du vacarme des voix terrorisées, j'entendis un homme qui pria à voix haute et d'une voix basse. Il y avait quelque chose de redoutable dans l'air, on le sentait. Et les locataires murmuraient de bouche à oreille, égrénant leur chapelet, qui les poussait à réciter l'odeur provenant de la porte du docteur, toujours systématiquement fermée à clé. Le clochard que j'avais requis s'était enfui en criant, les yeux fous, aussitôt après avoir apporté sa 2e provision de glace. Peut-être était-ce le résultat d'une curiosité excessive. Il ne pouvait naturellement pas avoir fermé la porte à clé derrière lui. Maintenant, pourtant, elle était condamnée de l'intérieur. Aucun son ne nous venait plus de l'appartement, à l'exception d'une sorte de bruit, de gouttes épaisses et lourdes qui tombaient pesamment, et sur la nature desquelles on n'osait pas s'interroger. Après de lourdes secondes de discussion avec Madame Herrero et les mécaniciens, malgré la crainte qui me rongeait jusqu'à la moelle des os, je pris la décision d'enfoncer la porte. Mais la propriétaire, heureusement, trouva le moyen de faire tomber la clé de l'extérieur, à l'aide d'un fil de fer. Auparavant, nous avions ouvert toutes les portes, et toutes les chambres de l'étage, et toutes les fenêtres de la maison, nous protégeant le nez
avec des mouchoirs tremblants, nous pénétrâmes enfin dans cette pièce maudite, orientée au sud, où brillait le chaud soleil de début d'après-midi. Une sorte de traînée sombre et graisseuse passait sous la porte de la salle de bain entr'ouverte, allait jusqu'au vestibule et, de là, au bureau où s'était formée une mare à faire frémir. Quelque chose était griffonné au crayon, d'une écriture tremblante, sur un morceau de papier atrocement marbré, comme par les griffes elles-mêmes qui avaient tracé ces derniers mots dans l'urgence du désespoir. Et de là, la piste menait au lit, où elle mourait d'une façon que je ne saurais dire. Ce qui se trouvait, ou ce qui s'était trouvé sur ce lit, je ne peux même pas entendre le décrire. Songer à cette idée me tue. Mais je le compris en m'emparant de ce papier gras, en le lisant, avant d'y mettre le feu. Je devinais au sein de mon intime frayeur, tandis que la propriétaire et les deux mécaniciens, pris de panique, s'enfuyaient de cet endroit maudit, pour aller balbutier d'incohérents récits au commissariat de police. Et les mots nauséeux de ce message me parurent presque impossibles à accepter par ce chaud soleil, dans cette lumière dorée, tandis que l'on entendait le bruit des voitures et des camions, de la clameur qui montait de la 14e rue. Et pourtant, je dois avouer que ce que je lus à ce moment-là, je le crus. Est-ce que je le crois encore maintenant? Franchement, je ne saurais le dire. Il y a des choses à propos desquelles il vaut mieux ne pas réfléchir. Tout ce que je peux affirmer, c'est que je hais l'odeur de l'ammoniac et que je m'évanouis au moindre courant d'air froid. C'est la fin, disait ce griffonnage atroce. La fin est là. Il n'y a plus de glace. L'homme a jeté un coup d'œil à l'intérieur et il s'est sauvé. Il a fait plus chaud chaque minute. Les tissus ne peuvent pas tenir. J'imagine que vous avez compris ce que je voulais dire à propos de la volonté et de la conservation du corps après que les organes ont cessé de fonctionner. C'était parfait en théorie, mais ne pouvait durer indéfiniment. Il y a eu une détérioration progressive que je n'avais pas prévue. Le docteur Torres l'avait compris, mais le choc l'a tué. Il ne pouvait supporter ce qu'il avait à faire. Il était contraint de m'enfermer dans un endroit aussi sombre qu'étrange, où il pût s'occuper de ma matière et me faire revenir à la vie. Mais les organes refusèrent de se remettre à travailler. Il fallait le réaliser à ma façon, par la voie que je préconisais, la préservation artificielle. Car, comprenez-vous, je suis mort, il y a aujourd'hui 18 ans. Voilà, c'est la fin de ce récit, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à parler à vos amis de ce récit, pour qu'ils puissent le découvrir. J'espère vous avoir fait passer un agréable moment. Si j'ai réussi, j'en suis heureux. Je vous dis à la prochaine fois pour un autre texte dans un autre monde et d'une autre époque. C'était le Voyageur des Terres. Au revoir.